avant la pause, une intervention sur un sujet de santé publique, la qualité d'air. Oui, c'est important si on veut bien vivre, bien respirer et être confortable dans un bâtiment et pas n'importe lequel. Il s'agit du Crédit Agricole qui est un projet, une réalisation qui est faite bas carbone avec le label intérieur. Et pour nous en parler, Yann Dervin, responsable des relations publiques, Imolab, et Benjamin Lenoir, directeur de l'agence de Rennes du bureau d'études Barbanel. À vous, messieurs. Merci Philippe. Alors, donc, je suis Yann Dervin, je suis consultant en bâtiment durable et je travaille pour Imolab en tant que responsable des relations publiques. Il m'a demandé de ne pas faire trop de pub, Philippe, donc je vais être rapide sur ces aspects-là. On va plutôt rentrer dans le concret et la technique. Donc d'abord, moi, je vais vous présenter de manière générale ce qu'est le label intérieur sur la qualité d'air intérieur. Et puis, Benjamin vous parlera ensuite d'un projet qu'on vous exporte, ou vous importe plutôt, de Montpellier, qui a utilisé donc ce label qualité d'air intérieur. C'est sur le futur siège du Crédit Agricole localement. Alors, la qualité d'air intérieur est un sujet éminemment important et pourtant quand même assez peu sous les radars, notamment les radars réglementaires dans le bâtiment. On sait qu'on est tous globalement dans des espaces très confinés, que ce soit chez nous, que ce soit au travail, mais aussi dans nos véhicules. On passe 80% du temps dans des espaces confinés. Ces espaces confinés sont en général 5 à 10 fois plus pollués que les espaces extérieurs. Et donc on est constamment soumis à des polluants, à des agressions liées à ce confinement d'espace. On peut vivre 30 jours sans manger, on peut vivre 3 jours sans boire, même si je ne vous conseille pas d'essayer. Par contre, 3 minutes sans respirer, je ne sais même pas si je tiens moi 3 minutes en vrai, peut-être quand j'étais jeune. Voilà. Donc on voit bien l'importance de l'air, de cette qualité d'air et du fait qu'on est très dépendant en fait de la qualité d'air. Et pourtant, dans les démarches environnementales, ça existe, vous allez trouver ça dans les différentes démarches, que ce soit côté HQE ou côté des autres certifications, des autres labels et certifications environnementales, mais ça reste très minoritaire et très souvent optionnel, et donc on ne pousse pas beaucoup le sujet. Donc par rapport à ce contexte-là, est né en 2017 un label qui s'appelle Intérieur. Je ne vous fais pas le dessin sur le jeu de mots qu'il y a sur ce label. Il a été créé donc par une entreprise qui s'appelle Imolab. Imolab étant une entreprise basée à Toulouse et qui dépend d'un groupe qui s'appelle Kera. Peu importe, je ne fais pas de pub. Donc c'est un protocole de valorisation de la qualité d'air intérieur. C'est applicable à ce jour sur différents référentiels qui sont sur le neuf, la rénovation, qui sont sur le logement, même la maison individuelle en neuf et en rénovation, on est sur le logement et le tertiaire avec un tout nouveau référentiel qui est arrivé en février 2025. Alors c'est Imolab qui est donc l'organisme de labellisation et qui est détenteur de la marque, donc c'est lui qui va appliquer le tampon label intérieur. On va travailler dans ce protocole autour de 4 thèmes qui sont la sensibilisation des différents intervenants. Je vais y revenir juste après, tous sur ces 4 thèmes. L'intégration du bâtiment dans son environnement, les équipements, les produits, matériaux de construction et le renouvellement de l'air au sein du bâtiment. Souvent, quand on parle qualité d'air intérieur dans le neuf, on aborde souvent que le thème numéro 4. Et en rénovation, on n'aborde quelquefois aucun de ces thèmes. Donc le premier thème est sur la sensibilisation des différents intervenants. Donc il s'agit bien d'accompagner pendant toutes les étapes de la conception, réalisation, mais aussi usage du bâtiment, à sensibiliser autour de la qualité d'air intérieur au moyen de différents outils qui vont être une charte de QAI, des checklists d'autocontrôle pour les entreprises qui vont devoir donc donner ensuite à Imolab ces checklists pour vérification,
autour de carnet de santé du bâtiment et aussi de la formation du futur gestionnaire du bâtiment, notamment dans le tertiaire ou pour certains logements. Et puis, on pense évidemment à l'utilisateur final, en lui fournissant des éléments plutôt ludiques, comme des nudges, pour pouvoir les aider à avoir les bonnes pratiques en termes de qualité d'air intérieur, notamment de jouer sur les ouvrants du bâtiment, mais pas seulement. Le deuxième thème, c'est sur l'intégration du bâtiment dans son environnement immédiat. Alors, il existe des tas de problèmes, enfin, on va dire, de situations particulières. Là, vous avez une carte du radon, mais il y a bien d'autres choses. Il y a les cités sols pollués, on sait où ils sont. Hein. Donc, il est assez simple, et il faut le faire à chaque implantation de bâtiment, d'aller chercher dans les bases de données existantes les potentiels problèmes de pollution qui peuvent du coup impacter la qualité d'air intérieur. Et également de faire le point sur les différentes, par exemple, voies de passage, anciens sites industriels, stations-service qui pourraient être à proximité, qui n'ont pas été forcément, dont les sols n'ont pas été forcément bien dépollués, etc. On va regarder aussi dans ce thème-là le sujet du confort d'été, puisque plus vous avez une température intérieure forte dans les bâtiments, plus vous allez avoir un relargage de polluants. C'est assez clair, plus la température augmente, plus les matériaux vont relarguer des éléments. Donc le confort d'été est un sujet important. Évidemment, le taux d'ouverture des fenêtres pour compenser tout ça. Mais il y a aussi l'aspect végétalisation du site avec le choix des essences qui seront plus ou moins polluantes, plutôt dans le sens allergisantes. On pourra aussi travailler, notamment en phase chantier, sur la prévention des moisissures. C'est quelque chose aussi qui peut poser problème, c'est-à-dire de ne pas faire suffisamment attention à la prévention des moisissures quand on est en phase chantier. Et voilà. Le troisième thème, on est sur les équipements et produits de construction. Donc évidemment, on va aller choisir des produits qui vont être les moins émissifs possibles. Pour éviter les différents polluants, qu'ils soient physiques, biologiques ou chimiques. Mais on va aussi faire des mesures à réception, on va aussi instrumenter les bâtiments de manière à pouvoir avoir ensuite en phase d'exploitation un monitoring de tout ça. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, faire attention aussi à la régulation de la température de chauffage pour éviter les relargages sur des températures trop importantes. Et le dernier thème, c'est sur le renouvellement de l'air au sein du bâtiment. Donc là, on va porter une attention particulière sur tout ce qui est conception et dimensionnement du système de renouvellement d'air, les débits, la régulation, donc conception, dimensionnement et mise en service. Le choix des systèmes de filtration. Et puis, ce qui est important, c'est l'étanchéité, que ce soit le bâtiment lui-même, les réseaux, pour bien maîtriser les flux d'air à l'intérieur du bâtiment et assurer un bon renouvellement d'air. Donc il va y avoir des mesures, débit, pression aux bouches, les protocoles qui sont appliqués, protocoles Promévent, qu'on soit sur le logement ou sur le tertiaire. Et voilà, ça c'est le label intérieur. Au final, quand ces 4 thèmes sont traités, Immolab étudie le dossier, donc qui est fourni par le maître d'ouvrage, mais avec l'aide d'un AMO, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur un AMO en général situé dans un bureau d'études qui va nous faciliter le travail et faciliter le travail du maître d'ouvrage, c'est son boulot. Donc il connaît bien le label intérieur, il y en a actuellement à peu près 35 en France qui sont répartis un peu partout sur le territoire, dans différents bureaux d'études. À partir de là, donc Immolab pourra valider le projet et attribuer le label intérieur. Et on espère aller au bout avec le projet qui va vous être présenté tout de suite, qui est donc le siège du Crédit Agricole sur la ZAC Cambacérès. Benjamin, à toi. À moi, merci. Bonjour à tous, Benjamin Lenoir. Je représente la société Barbanel, qui est un bureau d'études fluide d'une centaine d'ingénieurs en France sur 5 implantations. Et donc moi, je suis responsable de l'agence de Rennes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, pour illustrer le label intérieur, le premier projet de bureau en cours de certification.
Il s'agit du projet Le Sillon, qui abritera le futur siège du Crédit Agricole du Languedoc à Montpellier. J'y viens. Donc, le projet est actuellement en cours de conception, en phase DCE. Donc, c'est important de le préciser, tout ce que je vais vous présenter par la suite est éventuellement soumis à validation du maître d'ouvrage, que ce soit sur les aspects techniques ou budgétaires. Alors, le projet est piloté par le cabinet d'architecture DREAM, qui pilote l'équipe de maîtrise d'œuvre, composée notamment du bureau d'études structure Terrel, du BET acoustique AIDA, du BET environnement GEON, qui a assuré du coup la mission d'AMO intérieur, et du BET fluide Barbanel. Donc, le projet est situé sur la ZAC Cambacérès. Il vise une haute qualité d'usage pour ses occupants et embarque de très fortes ambitions environnementales. Il est d'ores et déjà certifié bâtiment durable Occitanie niveau or pour la phase conception et vise donc les labels Biodiversity, R2S et donc le label intérieur qui nous intéresse. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet se situe sur la ZAC Cambacérès à Montpellier. C'est la volonté du maître d'ouvrage de déplacer son siège actuel qui est situé en banlieue dans le centre-ville, proche des axes de transport en commun, de déplacement doux, de la gare TGV et du pôle tertiaire de Montpellier, ce qui va amener à fortement réduire l'impact lié au carbone lié au déplacement de ses collaborateurs. Le projet se constitue de 3 bâtiments qui totalisent 25 000 m² en R+7. Donc le bâtiment C1, que vous voyez tout à droite, qui est un bâtiment totem à l'architecture volontairement marquée. Le bâtiment C2, Village Baïséa, à usage locatif, qui abritera des entreprises en cours de création, partenaires du Crédit Agricole. Et enfin le bâtiment C3, à usage exclusif des collaborateurs du Crédit Agricole. Le bâtiment se compose en majeure partie donc, de bureaux et de salles de réunion, mais fait également la part belle au service avec des restaurants, salles de conférences, auditorium, coworking et salles de sport. Donc, par son inspiration architecturale, le projet rappelle les grands paysages minéraux de l'arrière-pays montpelliérain, donc avec ses sillons pour former sur la façade. Il s'articule autour d'un cœur d'îlot très largement ombragé, qui a pour objectif de limiter le phénomène d'îlot de chaleur urbain et d'offrir des espaces de travail extérieur et de déambulation agréables. Afin de limiter l'impact carbone de sa construction, les bâtiments sont conçus avec une structure mixte, donc poteau, poutre, bois, plancher, béton. Les murs sont des murs à ossature bois porteurs, avec une isolation en paille. Le tout repose sur un socle minéral constitué en pierre massive du Gard. Alors, dans le cadre du label intérieur, nous avons analysé les différents thèmes et les principaux enjeux du thème 4, donc concernant la ventilation des locaux, sur les installations de CVC. Donc ces impacts majeurs sont les bonnes pratiques de ventilation qui sont contrôlées dans le cadre du label, les taux de CO2 dans les espaces à occupation permanente qui sont limités à 900 ppm, les filtres de CTA qui doivent être définis suivant les contraintes du site, et les locaux à occupation permanente qui doivent avoir des ouvrants de ventilation naturelle. Alors, sur ce dernier point, il est à noter que les usagers du bâtiment seront informés du niveau de qualité d'air extérieur afin de pouvoir gérer la ventilation naturelle. Donc, concernant les bonnes pratiques de conception, il y a plusieurs points sur lesquels il faut être attentif, notamment les prises et rejets d'air qui doivent être situées distantes de plus de 8 mètres sans recyclage de l'air possible, les équipements de ventilation qui doivent être facilement maintenables, les réseaux aéroliques doivent être efficaces, présenter une perte de charge limitée, doivent être correctement équilibrés et de classe étanchéité B. Les réseaux de ventilation doivent être mis en œuvre sur le chantier propre et nettoyable. Évidemment, masqués aussi pour éviter les infiltrations de poussière. Et enfin, chose un peu nouvelle, il est prévu à la réception un flush-out de livraison, je vais y revenir, le remplacement des filtres de centrales de traitement d'air et une mesure des polluants à la livraison, mais également en exploitation.
pour vérifier l'attendu des résultats. Et ça, c'est regardé dans le label, c'est-à-dire la maintenance des installations, mais aussi la possibilité d'accéder facilement aux installations, parce qu'on a quelquefois quelques surprises pour aller changer des filtres d'installation. Tout à fait. Alors, concernant le flowshaft de livraison, je vais en parler un petit peu parce que c'est pas très connu, pas très courant. En fait, il s'agit d'un procédé de surventilation sur une période donnée qui a pour objectif de favoriser le relargage des composés organiques volatiles, des polluants, et d'évacuer l'ensemble des polluants du bâtiment afin qu'à l'arrivée des occupants, on ait un air le plus qualitatif possible. Alors, afin de limiter le taux de CO2 à 900 ppm, il a fallu qu'on s'interroge sur quel débit mettre en œuvre pour arriver à cet objectif. Alors, ici, vous avez 2 extraits de la note technique 92 produite par l'INRS. Sur le tableau de droite, vous pouvez constater que la France est un des pays qui ventile le moins ses locaux tertiaires. Aujourd'hui, le débit réglementaire est de 25 m3 par occupant, là où il est de 36 m3 par occupant, par exemple au Royaume-Uni, 50 m3 en Norvège et jusqu'à 90 m3 en Allemagne. Sur la figure le tableau de gauche, on peut voir l'évolution du taux de CO2 dans l'air au fil du temps pour un bureau de 26 m2 avec 2 personnes. Pour 3 débits différents, 25 m3, 34 m3 et 50 m3. On observe qu'avec 25 m3, l'objectif cible de 900 ppm est dépassé au bout d'1 heure pour atteindre 1200 ppm au bout de 4 heures. On observe également que sur ces 3 débits, le seul débit qui permet d'atteindre l'objectif de 900 ppm en permanence est le débit de 50 m3. Donc dans le cadre du projet, on a fait réaliser des simulations afin de déterminer quel était le débit adapté à notre projet en fonction des différentes configurations des locaux. Et on a fini par déterminer un débit de 50 m3 par occupant. Alors bien évidemment, doubler le débit de ventilation, ça ne va pas vraiment dans le sens de la performance énergétique et de la sobriété carbone. Donc il a fallu mettre en place une conception différente, innovante, permettant de concilier qualité d'air intérieur, performance énergétique et sobriété carbone. Pour ça, on a développé une solution qui se base sur le comptage de personnes, alors non pas justement la détection de personnes, le comptage de personnes, et des registres motorisés terminaux sur l'ensemble des locaux. Alors cette conception permet d'ajuster le débit d'air dans les locaux à l'effectif réel. Et donc, cette optimisation permet de limiter le surdimensionnement des centrales de traitement d'air. En effet, sur ce bâtiment, le débit nominal total des productions d'air est équivalent à celui d'un bureau classique, d'un bâtiment de bureau classique, pour lequel on aurait débit fixe dans les bureaux et débit variable dans les salles de réunion. Il est à noter tout de même que, bien évidemment, les réseaux de ventilation restent surdimensionnés puisqu'ils doivent apporter un volume d'air plus important par mètre carré. Concernant la filtration, il est important de noter que la détermination des filtres doit être effectuée suivant la norme ISO 16890. Dans un premier temps, il faut déterminer le niveau de pollution de l'air extérieur. Dans le cadre du projet, on a analysé les données du site Atmo-France et conclu à une catégorie d'air ODA3, donc le plus pollué. Afin d'atteindre le niveau de qualité d'air intérieur SUP 1 imposé par le label, nous avons mis en place une filtration particulière de type EPM1 90%, donc qui élimine 90% des molécules situées entre 0,3 et 1 micron, et une filtration moléculaire de type filtre à charbon. Alors ici, vous pouvez voir les performances énergétiques et carbone du projet. On constate que malgré l'augmentation des débits, le doublement des débits, on arrive à une consommation énergétique contenue à 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Et on respecte l'objectif seuil 2028 au niveau de l'impact carbone. Donc si je peux conclure, on peut donc considérer aujourd'hui qu'on est en mesure de concilier performance énergétique, sobriété carbone, bien-être des occupants, pour créer des espaces de bureau et des espaces de vie sains et plus durables. Je vous remercie. Bravo, félicitations.
c'est pas facile de faire progresser la qualité d'air, qui est vraiment un enjeu de santé. Hein. On est quand même là pour bien respirer et bien vivre au-delà de la décarbonation et des autres contraintes qu'on peut avoir. Félicitations en tout cas, et pour ce label également qui est, je pense, remarquable et qui fait référence. Peut-être une ou deux questions sur ce projet ou le label. C'est quelque chose qui peut en tout cas faire éveiller vos consciences pour peut-être d'autres projets. Sinon, je vais avoir une question, moi. Allez-y. Oui. Ce label, est-ce que effectivement, il m'a l'air assez bien cadré sur la qualité d'air, la ventilation. Est-ce qu'il va au-delà en termes de suivi? Ou est-ce que c'est une évolution possible? C'est-à-dire, on sait très bien que tous des règles, les filtres sont plus ou moins remplacés ou nettoyés, mais est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que ça existe, un suivi de ce label qui montrerait que finalement on est sur le long terme? En tout cas, il y a un aspect monitoring qui est prévu et une vérification des éléments en exploitation du bâtiment. Donc il y a un suivi de court terme, si tu veux, pour vérifier que le bâtiment, quand il est livré, quand il commence à être exploité, on ait effectivement la qualité d'air intérieur qui soit au rendez-vous. Après, ça va dépendre des usagers, donc du maître d'ouvrage peut-être s'il a encore des liens, ou si c'est lui qui exploite le bâtiment. Notamment sur le logement, on sera en lien éventuellement avec des syndics en copropriété, etc. Enfin, en tout cas, c'est possible et on a en tout cas les moyens de mesure et d'analyse pour le faire. Oui. Mais dans le cadre du label, c'est comme un peu tous les labels. À un moment donné, il faut qu'on l'attribue et qu'on le définisse. Donc, il y a une petite partie en exploitation, mais assez limitée. D'accord, mais si j'ai le label, est-ce que dans 5 ans, j'ai toujours le label? Tu ne vas pas le perdre à partir du moment où tu l'as eu. C'est un peu comme tous les labels, hein, que ce soit du HQE, du F-Energy, du BREEAM, c'est pareil. D'accord. Par contre, on peut suivre la qualité d'air sur le long terme. En tout cas, techniquement en parlant, il n'y a pas de souci pour le faire. Toutes les installations techniques sont là pour garantir la qualité d'air à terme. C'est effectivement le remplacement des filtres et puis Et les contrats de maintenance sont intégrés dans l'attribution du label, c'est-à-dire s'il n'y a pas de contrat de maintenance de l'ensemble de l'installation, le label ne peut pas être attribué. Je vais vous pousser un peu, mais c'est déjà mais tu as raison. Non, magnifique ce que vous faites. C'est un sujet, l'exploitation est un sujet compliqué pour tout ce qui est labellisateur et certificateur, et aussi pour les maîtres d'ouvrage, parce qu'à un moment donné, ils livrent leur travail, donc il faut qu'ils récupèrent leur label. Et le travail en exploitation est extrêmement important. Alors c'est fait en partie dans les démarches en exploitation sur certains labels, mais ça pose un problème surtout de contractuel entre ceux qui réalisent l'opération et puis ceux qui vont l'utiliser derrière. Quand c'est les mêmes, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça peut être un complément de mission pour le bureau d'études fluides, par exemple, avec une mission commissionnement. Voilà, ça peut être une option. Très bien. Une dernière question. Oui, bonjour, Fabienne Pommier, Far West Architecte. Je trouve que c'est un sujet vraiment primordial dont j'entends parler, moi, depuis 20 ans. Donc, félicitations. Et je voulais savoir si il existe des soutiens financiers de par la puissance publique sur ce sujet, puisqu'on a eu des soutiens financiers sur les modes de chauffage, sur l'isolation thermique, enfin tout le volet thermique, mais la santé des habitants et des occupants me semble aussi très très importante. Alors oui, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est un sujet d'importance. On en a beaucoup parlé pendant le Covid, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on arrête de vivre dans des espaces trop confinés, parce que c'est là qu'au final qu'on s'affectait. Mais pour autant, on n'est pas arrivé à l'étape suivante, c'est-à-dire avec des vrais textes ou des renforcements réglementaires, notamment sur les débits de ventilation, on l'a vu tout à l'heure avec les graphiques. Et donc, il n'y a pas d'obligation plus que la base réglementaire qui est assez indigente en France, et pas d'incitation non plus, sauf il y a par exemple des possibilités d'obtenir pour les maîtres d'ouvrage des prêts, ce qu'on appelle des prêts à impact du réseau bancaire, dans l'angle, on va dire, confort des futurs usagers.
Donc il est possible d'avoir des prêts, mais du coup c'est du financement privé et pas du financement public, des aides publiques. À ma connaissance, il n'y en a pas. On essaie d'y travailler, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, juste, excusez-moi, je vais juste préciser, c'est pas au niveau des aides, mais plutôt au niveau des obligations réglementaires. Pas dans le cadre des bâtiments de bureaux, mais plus les bâtiments de scolaires. Il y a des impositions en fait aujourd'hui de garantie de résultats sur la qualité d'air intérieur, avec un suivi, pour le coup, toute la vie du bâtiment. Donc ça a évolué dans le bon sens, et ça a commencé par les enfants. Espérons que plus tard, ça évoluera pour les adultes aussi. Très bien. Eh bien, merci et bravo pour ce label et ce projet.